Bonjour à tous et tout d'abord merci à l'équipe de la LPO d'organiser ce webinaire et de m'avoir invité à présenter mes résultats de recherche. Donc je m'appelle Elie Gaget, je suis chercheur postdoc à l'université de Turku en Finlande et je travaille sur des questions de relation entre les efforts de conservation et la réponse des espèces au réchauffement climatique. Euh, alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez probablement cette carte ou cette représentation du réchauffement climatique. Et à droite, c'est une carte de changement de richesse spécifique d'oiseaux d'eau hivernants d'ici à 2050, avec, vous voyez la légende, qui va de moins 50 espèces à plus 50 espèces. Donc des changements qui vont probablement être très profonds, avec des extinctions locales, mais aussi beaucoup de déplacements de populations, de déplacements d'espèces, des changements d'aires de distribution. Et en fait, ces changements climatiques qui engendrent des changements de distribution sont relativement monnaie courante, hein, avec les phénomènes de glaciation qui sont des alternances à peu près tous les 100 000 ans, de phase froide à phase chaude, avec des amplitudes thermiques de l'ordre de 5 à 10 degrés en moyenne, qui vraiment façonnent les changements de biodiversité. Vous voyez, par exemple, en Provence, il y a 20 000 ans, il y avait de la toundra, il y avait des lemmings, et maintenant, ces espèces-là, cette espèce-là se retrouve en Finlande et en Norvège. Euh, donc, ces amplitudes thermiques, elles sont relativement similaires à ce qu'on pourrait connaître dans les pires scénarios du GIEC, hein, plus 5, plus 8 degrés, selon la prise en compte de l'incertitude. Et vu que ces espèces-là, les espèces qui sont aujourd'hui sur Terre, ont survécu à tous ces épisodes glaciaires et interglaciaires, on pourrait se dire un peu naïvement, bon bah ok, elles ont survécu dans le passé, elles pourront survivre dans le futur. En fait, non, ça c'est absolument faux, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la vitesse de réchauffement est bien plus, est 10 à 100 fois supérieure aujourd'hui que ce qu'elle a été dans les phénomènes glaciaires. Euh, les populations et les habitats sont très dégradés, donc c'est plus difficile pour eux de faire face à des changements de température. Et également, un paramètre clé, c'est la température absolue de la Terre. Aujourd'hui, on est dans une phase chaude interglaciaire et on va aller vers du encore plus chaud. Donc les espèces, certaines espèces ne sont absolument pas adaptées à ces types de températures et donc il va y avoir probablement de la casse. Donc aujourd'hui, une question très importante, c'est de savoir comment les efforts de conservation, et notamment les aires protégées, peuvent aider les espèces à faire face au réchauffement climatique. Et en fait, ça a déjà été montré depuis une dizaine d'années que les aires protégées peuvent faciliter la réponse des oiseaux au réchauffement climatique par un changement de distribution. C'est-à-dire, ça a été montré notamment pour la mouscarle de Sétif qui a largement étendu son aire de distribution vers le nord, hein, en Angleterre, en Belgique. Et en fait, les aires protégées ont servi de point d'ancrage aux premiers individus colonisateurs pour après disperser dans les paysages aux alentours. Donc on s'est intéressé avec des collègues de savoir si on pouvait retrouver un peu un résultat comme ça pour les oiseaux d'eau en Europe et en Afrique du Nord, en utilisant les données de comptage wetland, qui sont des comptages faits à la mi-janvier chaque année. Nous, on a utilisé 20 000 sites suivis pendant 25 ans pour une centaine d'espèces, pour évaluer quel est l'effet des aires protégées sur la réponse des oiseaux au réchauffement et à l'intérieur des aires protégées, voir quelles sont les caractéristiques qui aident le plus les oiseaux. Et donc on a utilisé une approche qui est macroécologique. On ne s'est pas intéressé à savoir quelle espèce change de distribution, sur quel site, etc. On a utilisé en fait un indicateur de communauté qui va nous renseigner du changement de l'assemblage des espèces en réponse au réchauffement. Donc c'est par l'indice thermique des communautés, le Community Temperature Index en anglais, le CTI, qu'on a fait ces analyses. En fait, classiquement, on peut avoir des espèces qui seront d'affinité thermique chaude, par exemple les chasses blanches qui hivernent en Afrique, et des espèces qui ont des affinités relativement plus froides, comme l'Edera duvet qui lui va hiverner dans le nord de l'Europe. Et en fait, sous l'hypothèse que le changement climatique va favoriser les changements de distribution, eh bien, les endroits où il y a des espèces d'affinité froide vont progressivement voir arriver des espèces d'affinité chaude, c'est-à-dire les changements, la montée vers le nord de certaines espèces va de fait mixer cet assemblage thermique des communautés.
il va y avoir un changement. Donc, en fait, cet indice thermique des communautés, c'est la moyenne des affinités thermiques des espèces qui se retrouvent sur un site. Donc, on peut suivre son évolution, ce qui est très pratique, et notamment parce qu'on peut définir plusieurs scénarios de tendance de cet indicateur. Je vous passe les détails statistiques, mais si vous voulez, à partir d'une communauté originelle, si on n'observe pas de changement de la communauté malgré l'augmentation des températures, eh bien ça c'est relativement c'est une réponse qui est relativement défavorable, pas dramatique, mais défavorable parce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait des espèces qui colonisent ce site, notamment dans les aires protégées. Lorsque on constate l'extinction des espèces les plus vulnérables au réchauffement climatique, là c'est pas du tout un bon signe. Par contre, dans les scénarios 3 et 4 ici, on constate une augmentation des espèces thermophiles, des espèces à affinité chaude, une colonisation en fait de ces espèces. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'elles étendent leur distribution et elles colonisent ces sites-là en particulier. Et puis on peut constater aussi des fois des effets de remplacement des espèces à affinité froide par les espèces à affinité chaude. Donc ça aussi, ça peut indiquer à quel point cet ajustement thermique se fait de façon parfaite ou non. En fait, le bon mix, le bon scénario qu'on aimerait, c'est un peu un intermédiaire de ces deux scénarios avec la colonisation et pas forcément l'extinction totale. Et donc après, c'est des choses c'est des relations qu'on peut déterminer via la pente des tendances de cet indice au cours du temps. Donc, premier résultat à l'échelle de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Donc ici, c'est les températures hivernales. On voit qu'il y a une augmentation d'à peu près 1 degré au cours des 25 dernières années. Il n'y a aucune différence entre les aires protégées et non protégées. C'est-à-dire que la température a augmenté de la même façon de partout. En revanche, sur ces mêmes sites, l'indice thermique de communauté a évolué de façon différente. Il a augmenté, mais il a augmenté d'autant plus à l'intérieur des aires protégées. Et en fait, un résultat que je détaille pas ici, c'est qu'on a montré que l'augmentation de cet indice était due à une très forte colonisation par des espèces qui changent leur aire de distribution. Et par contre, le double effet, c'est que les espèces qui sont vulnérables au réchauffement, les espèces qui sont d'affinité très froide, elles étaient maintenues à l'intérieur des aires protégées, alors que c'était pas le cas à l'extérieur des aires protégées. Donc, les aires protégées sont bénéfiques aux oiseaux quand ils ajustent leur distribution au réchauffement. Et quand on regarde à l'intérieur du réseau Natura 2000, en fait, on s'aperçoit que là où on a les plus favorables réponses de cet indice thermique, c'est sur les sites qui ont été désignés pour protéger les oiseaux d'eau en particulier, et notamment ceux qui ont implémenté des plans de gestion. Et on n'a pas constaté de changement thermique de communauté, donc c'est une réponse non favorable, inadéquate, sur les sites Natura 2000, donc des sites protégés, où il n'y avait pas les oiseaux d'eau pris pour cible explicitement dans la désignation et la gestion des aires protégées. Donc ici, un des résultats importants, c'est que les aires protégées ont un effet bénéfique pour aider les oiseaux, mais en fait, toutes les aires protégées n'ont pas cet effet bénéfique, et c'est certaines qui doivent probablement pousser à cette tendance, et c'est celles qui sont explicitement désignées pour les oiseaux, et notamment celles qui ont des plans de gestion. Et les plans de gestion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément obligatoire dans tous les pays de l'Union européenne pour les sites Natura 2000, mais en France, ça l'est. Donc, c'est des résultats qui sont relativement macroécologiques, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a du mal à dire, bon, bah, alors pour cette espèce, si on veut faciliter sa colonisation, il faudrait faire telle mesure de gestion, etc. Ou si on veut augmenter sa résilience, il faudrait adapter l'habitat de telle façon, etc. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être établies, notamment on travaille avec mes collègues sur cette question-là. Mais en tout cas, ces résultats à l'échelle macroécologique confirment l'importance des aires protégées et leur utilité face au réchauffement climatique, et pourraient permettre d'orienter un peu plus le réseau d'aires protégées face au changement climatique, c'est-à-dire il faudrait anticiper les changements de distribution des espèces qui sont en train d'arriver, hein, ils sont visibles, pour augmenter les coopérations à l'échelle locale, mais aussi internationale, hein, c'est-à-dire prévenir tel ou tel site que une espèce en particulier va peut-être arriver sur ce site-là, et donc commencer à avoir une gestion qui soit favorable à la colonisation de ces espèces-là,
ou alors, à l'inverse, on sait que qu'une espèce en particulier risque de disparaître d'un site et il faudrait maximiser sa conservation, la protéger malgré le changement climatique, en particulier si c'est une espèce à valeur patrimoniale ou à fort enjeu de conservation. Mais également aussi développer le réseau d'aires protégées là où elles sont manquantes et implémenter systématiquement des plans de gestion. Et puis, bien sûr, chercher et tester des solutions de gestion pour aider la colonisation des espèces, mais aussi leur résilience face au réchauffement climatique. Ça, c'est des initiatives qui sont notamment prises à l'échelle de l'Europe, et notamment de la France, dans le cadre du Life Nature Adapt, où des réserves naturelles travaillent sur implémenter des gestions, tester des méthodes de gestion, et puis surtout essayer de partager leurs connaissances sur comment aider les oiseaux les oiseaux et pas que les oiseaux d'ailleurs, à s'adapter au réchauffement climatique. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont très pressantes d'un point de vue de la conservation et qui intéressent énormément la Commission européenne et les stratégies, que ce soit continentales ou globales, de conservation pour aider les espèces à réagir au réchauffement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je remercie l'ensemble des contributeurs ornithologues à ces bases de données de comptage. Voilà, merci beaucoup. Merci Elie pour ta présentation. On revient toujours un petit peu aux mêmes choses, que c'est pas suffisant de juste mettre en place des aires protégées, c'est qu'il faut des plans de gestion adaptés. Et d'ailleurs, on a une question à ce sujet-là. Est-ce que tu peux donner des exemples de plans de gestion sur aires protégées, notamment peut-être dans le contexte justement de favoriser la colonisation par des espèces suite au réchauffement climatique? Justement, alors c'est ce que je disais un peu à la fin de mes présentations, c'est que pour l'instant, le travail de recherche que, en tout cas moi je mène et mes collègues nous menons, ne permet pas de dire quel est le plan de gestion qui permet de faciliter soit la colonisation de telle espèce, soit la résilience d'une autre espèce, etc. Donc là, pour l'instant, je peux pas apporter de réponse claire. On travaille avec des collègues à la Tour du Vala pour évaluer comment la gestion hydrologique de certains sites a pu influencer les changements de communauté au cours des 40 dernières années. Et ce qui est certain, c'est que l'impact du niveau d'eau sur les mares temporaires a un effet sur certaines espèces. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement faciliter la colonisation de certaines espèces ou augmenter l'abondance de certaines espèces avec certains niveaux d'eau, ou au contraire essayer de ne pas les favoriser, de faire un trade-off, en fait, un compromis, pas forcément favoriser toutes les espèces, mais en favoriser certaines qui bénéficieraient le plus de cette zone-là, de ce site-là, par rapport à des questions reliées au changement climatique, soit changement de distribution, soit rester en place et augmenter la résilience. Est-ce que le fait que de nouvelles espèces s'installent dans les aires protégées pourrait menacer des espèces animales qui ne sont pas des oiseaux, mais j'allais dire même, enfin de manière générale, des espèces qui viennent coloniser en fait une nouvelle aire protégée? Est-ce que ça ne va pas avoir des impacts sur celles qui sont déjà là, peut-être de compétition ou quoi que ce soit, et qui justement ça pourrait entraîner le déclin d'autres espèces qu'on essaie de protéger nous-mêmes? Alors oui, en fait, il faut déjà s'imaginer, on a tendance, en tant qu'humain, à s'imaginer un monde un peu statique, c'est-à-dire qu'on a désigné des aires protégées pour ces espèces cibles, etc. On connaît nos environnements. Là, ils vont changer. C'est un peu les images que je montrais tout à l'heure dans la présentation, de changement complètement de distribution des écosystèmes de toundra et même tous les écosystèmes en Europe. Aujourd'hui, on connaît un réchauffement climatique qui va se poursuivre, qui va monter à des températures, on espère, à 2 degrés, peut-être 1,5 si on a de la chance, mais très probablement ça va être du 3-4 degrés en moyenne. Donc ça va avoir des effets très profonds sur les changements de distribution d'espèces. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est difficile aujourd'hui de dire si les espèces pour lesquelles les aires protégées ont été désignées seront toujours demain celles qu'il faudra protéger sur ces mêmes aires protégées. Donc ces histoires de compétition
bien sûr, elles sont très importantes, notamment parce que s'il y a des espèces qui ont des niches écologiques relativement proches, donc des besoins de ressources relativement proches entre elles, il va falloir trouver un compromis entre est-ce qu'on favorise la colonisation de cette espèce ou est-ce qu'on favorise la résilience d'une autre espèce. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des conflits d'interaction entre ces espèces-là. Donc ça, c'est des choses qui, on peut s'exciter dessus d'un point de vue de recherche, mais après, c'est vraiment avec des compétences de terrain qu'il va falloir répondre à ces questions-là via l'expérience des gestionnaires, par exemple. Puis définir clairement les objectifs de ce qu'on cherche. Puis ça, c'est tout le côté triage des espèces. Qu'est-ce qu'on sauvegarde et qu'est-ce que on laisse faire. Est-ce que tu peux prendre en compte les modifications d'habitat liées au réchauffement en plus du CTI? Alors, les modifications d'habitat liées au changement climatique, non. Par contre, ce qu'on a montré avec des collègues, c'est que les modifications d'habitat qui sont directement dues au travail des humains, c'est-à-dire la conversion d'habitats naturels, donc des zones humides, en milieu agricole ou urbain, cassent cet effet de changement de communauté, c'est-à-dire que sur les sites qui sont les plus perturbés, les plus dégradés, eh bien, on n'a pas d'ajustement thermique des communautés, alors que sur les sites qui sont relativement préservés, là, on va avoir un ajustement des communautés. Mais après, pour savoir prendre en compte le changement de biome, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué, notamment parce qu'il y a un retard, un lag effect, un effet à retardement du changement de tout l'écosystème par rapport aux contraintes climatiques. Ouais, les habitats vont mettre plus de temps à réagir que les espèces au final.